Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de se retrouver avec Midreshet Yehuda et Lilmod, avec Dr Irène Rina Fermont, et qui nous a préparé sur les innovations israéliennes. Et je donne la parole à Brigitte pour dire un petit mot. Bonsoir, nous sommes aussi très contents de collaborer avec Lilmod sur ce programme de Zoom. Je rappelle que la Midreshet Yehuda Manitou diffuse l'enseignement de Manitou dans l'esprit de Manitou, c'est-à-dire que nous donnons des cours de Kodesh dans l'esprit de Manitou, mais également, comme lui l'était, nous agissons de manière pluridisciplinaire et aussi nous nous intéressons aux problèmes de la société israélienne à partir des sources juives et nous avons vocation de servir de lieu d'accueil aux Olim Hadashim. Voilà, donc Corona oblige, nous travaillons maintenant par Zoom avec vous. Nous sommes contents de vous accueillir et d'accueillir ce soir le docteur Rina Fermont, qui est donc docteur en médecine et qui s'occupe en particulier de pharmacovigilance. Et depuis son alia, il y a 7 ans, elle a donc créé une association qui est la branche israélienne d'une association internationale qui s'appelle l'ISOP. Et il s'agit d'informer sur les éventuels méfaits des médicaments et c'est donc une action extrêmement importante en Israël dont bénéficie l'ensemble du public. Donc, sur ce sujet d'actualité, les innovations israéliennes, une révolution dans la médecine, Irène, je te passe la parole. Merci beaucoup. Merci Brigitte. Alors, les méfaits du médicament, on va dire que je m'occupe de la sécurité des médicaments. Ça, c'est pour juste un petit point de détail. Sinon, merci beaucoup à Midreshet Yehuda de me donner cette opportunité de partager quelque chose qui m'a passionnée pendant toute cette période complètement folle qu'on vient de vivre. Je n'ai pas arrêté de suivre des webinars du gouvernement, du Misrad à Briout, de l'hôpital Sheba, et j'étais fascinée par ce qui était en train de se produire, la vitesse à laquelle ça se produisait et l'innovation, et cette innovation. Et donc, j'avais vraiment envie de partager ce que j'avais vécu et de le partager avec vous. Donc, voilà de quoi on va parler. D'abord, on va commencer par parler de la gestion de crise, où vraiment on a été vraiment très bon. Du Magen David Adom. On va présenter quelques acteurs comme le Magen David Adom et l'hôpital Sheba, les startups qui ont joué un rôle fondamental, les médicaments, les vaccins, et puis l'impact irréversible sur le système de santé qui va s'en suivre, parce qu'on ne retournera pas à ce qui se passait avant. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je vous donne juste quelques chiffres, parce que j'en donnerai pas beaucoup, mais quand même, il fallait bien avoir quelque chose sur lequel parler pour savoir pourquoi on a été bon. Alors déjà, on voit que le 9 mai, on avait 29 cas nouveaux et au 13 mai, on en avait 19. Donc, on est vraiment en bas de la courbe et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle et on est content de sortir du confinement. Alors, ce qui est toujours agréable à voir, c'est de voir que Israël est nommé le pays numéro 1 pour la sécurité pendant le Covid par un journal américain qui s'appelle Forbes. Et on ne va pas lire ce qui est dedans, mais ça fait plaisir quand même. Ce n'est pas tous les jours qu'on nous donne de tels compliments. Alors, juste pour comparer, le nombre de morts par million d'habitants. Vous voyez ici, par rapport à la Suède et la Belgique, qui sont deux pays avec des populations à peu près identiques, vous voyez la différence entre les 30 morts et les 322 en Suède et les 756 en Belgique. Je veux dire que c'est un chiffre qui parle de lui-même. Et si on prend les chiffres, combien de morts en tout, pas par million d'habitants, mais combien de morts, alors là, on se rend compte encore une fois que la Belgique a 8700 pour 258 pour nous et la Suède 3256. Donc on peut vraiment être fier de ces résultats. Alors, toute la polémique, est-ce qu'on est sorti trop tôt? Est-ce qu'on est rentré trop tôt dans le confinement? Est-ce qu'on est sorti?
est-ce qu'on a fait trop, est-ce qu'on n'a pas fait assez? Alors, cette courbe, elle est formidable parce que d'un côté en noir, vous voyez, si on ne fait rien, si pas de confinement, ça s'envole. La courbe en verte, si jamais on va en confinement, la courbe s'aplatit. Et si on y va un jour plus tard, vous voyez cette distance qui se traduit par un nombre de malades et par un nombre de morts. Alors cette courbe, c'est là-dessus qu'a été bâtie toute la politique du ministère de la Santé et du gouvernement. Alors, c'est simple. Vous voyez en rouge, là où il y a marqué surplus de mortalité, vous voyez en rouge, si on ne fait rien, si on ne va pas en confinement, on est très au-dessus de ce qu'on appelle cette capacité maximum d'accueil de la réanimation. C'est-à-dire que tous ces patients-là en surplus, c'est des patients qu'on ne peut pas accepter et qu'on ne peut pas accueillir à l'hôpital. Ce que vous voyez en dessous, c'est la zone de sécurité qui est bordée par le seuil économique. En gros, ça, c'est ce qu'on peut faire. Donc, quand on fait un confinement comme ça, de façon graduelle, eh bien, on arrive à ne pas dépasser cette zone de sécurité qui est en fait le fait qu'on ne va pas repousser des malades, qu'on ne va pas choisir quel malade on va soigner. Et puis, vous avez ici, en rouge, ce seuil quand on a trop de sécurité. Et là, quand on a trop de sécurité, bah, c'est la faillite économique. En gros, il fallait naviguer entre tout ça. Et ça, c'était le professeur Anne Balitzer qui appelait ça le marteau et la danse. Le marteau, parce que c'est la première vague qui nous a tapé sur la tête. Et la danse, c'est en fonction de ce qui va se passer maintenant, on va reconfiner une partie, on va reconfiner de façon progressive ou pas du tout. Donc, en fait, quelque chose qui va être un va-et-vient. Ce qui est toujours agréable à voir, c'est, voilà, les statistiques sont stupéfiantes. Alors, il y a eu un interview de Moshe Bar Siman-Tov, qui est le directeur général de la santé. Avant le bidoude, le nombre de patients, le confinement, donc, le nombre de patients doublait tous les 3 jours. Je parle d'Israël. Et une fois, il a même doublé en un seul jour. Donc, quand on faisait des projections, ça voulait dire que sans bidoude, fin avril, on avait 600 000 malades, 10 000 malades sous respirateur et des milliers de morts. Donc, inutile de vous dire qu'on n'avait pas de quoi les accueillir. Les chiffres au 3 mai 2020, c'était 16 000 malades et pas 600 000, 82 sous respirateur, donc on en a plus qu'il n'en faut, 230 morts et plus de 9 000 guéris. Donc, ce sont des chiffres qui sont extraordinaires. Alors, pour voir un peu ce qui se passait aux États-Unis, vous voyez que le 20 mars 2020, vous voyez que dans les causes de mortalité et les taux de mortalité journaliers, le Covid en jaune, il est tout en bas. Un mois plus tard, le 20 avril, il est devenu le premier. Alors ça, c'est pour vous montrer comment ça se passe quand on ne prend pas les mesures suffisamment rapidement et vous comprenez maintenant qu'est-ce que c'est que cette courbe qui doit s'aplatir. Alors c'est quoi le secret de notre réussite? Ben, forcément, c'est la culture israélienne. C'est l'expérience de gestion de crise, c'est le fait qu'en Israël, eh ben, on a eu à gérer nombre de guerres et de crises. Et j'irai beaucoup plus loin, c'est que ça fait 2000 ans, et même peut-être plus, qu'on est habitué à gérer des crises et des choses difficiles et qu'on sait rebondir malgré tout. Un esprit entrepreneur, puisque chaque semaine, en temps normal, il y a 3 ou 4 startups qui sont créées, ce qui fait de nous la Startup Nation. Et le génie de l'improvisation, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a été répété par tous les gens qui sont sur le terrain. C'est le fait de penser complètement out of the box, c'est-à-dire on n'a pas de limite dans notre pensée, parce que d'abord on a beaucoup de chutzpah, et le fait par exemple d'inclure le Mossad, d'inclure l'armée et la police, tout ça dans le même endroit, dans le quartier général, déjà je pense qu'on a dû certainement être parmi les premiers à mettre tous ces gens ensemble, avec les médecins, avec les ingénieurs, tous ces gens dans le même endroit.
Je ne peux pas résister à deux anecdotes que m'a racontées Ayala Livneh, qui est médecin à Hadassah, qui m'a dit que du jour au lendemain, on a dit il faut faire 6000 tests pour tester tous les professionnels de santé de Hadassah. Mais oui, mais où on va mettre les tubes? On n'a pas assez de chambres froides, c'est pas grave. Le lendemain matin, il y avait des camions frigorifiques sur le parking. Encore un deuxième point pour Hadassah, ils ont réussi, ils voyaient que c'était trop long pour faire tous les tests, ils ont réussi à faire des choses très très simples et à gagner 30 minutes de traitement pour chaque test. Voilà, c'est ça notre outil, c'est de ne pas avoir peur de rêver. Alors, il n'y a pas que nous qui disons ça, il n'y a pas que l'agent juive ou que le gouvernement, mais le World Economic Forum dit qu'Israël est le pays le plus innovant au monde. Ça fait plaisir. Alors, quelles ont été les actions qui ont été mises en place et comment la technologie est intervenue? Alors, le ministère de la Santé, son premier problème, c'était la surveillance et le tri. Alors, il fallait surveiller ceux qui étaient malades et comment est-ce que ça se répandait. Il fallait identifier les points où il y avait plus de malades que d'autres et donc prévoir quelles étaient les zones de contagion. Pour ça, on a utilisé, enfin ils sont allés voir le professeur Eran Segal de l'Institut Weizmann, qui a, grâce à l'intelligence artificielle, ça c'est mon petit sigle là-haut, parce que ça vous allez le voir tout le temps, qui a été capable de voir une carte, de mettre en place une carte qui montre en temps réel où sont les zones à risque. Ça permet d'intervenir immédiatement là où il y a beaucoup de malades et de positifs, parce qu'on sait que ça va se répandre plus vite. Ça permet de dire on ferme complètement tel quartier ou telle zone. Et ensuite, une fois que ça a été fermé et que les gens sont restés chez eux, de voir à quel point c'est efficace de faire ce confinement. Ça, c'était au niveau de la population. Au niveau individuel, on a envoyé des questionnaires qui nous donnaient la possibilité de savoir quels étaient les gens qu'on devait tester en priorité. Et ça a été développé donc avec l'Université hébraïque de Jérusalem et avec la Clalit. Et puis, ça a été présenté par le ministère du Commerce sur un webinar de gouvernement à gouvernement. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont admise, mais voilà, j'étais trop contente de voir ça. Alors, un autre pilier de cette surveillance et de ce tri, c'est le gouvernement est allé voir Diagnostic Robotics. Alors, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de vous parler de Kira Radinsky, qui est une star en Israël, et je pense beaucoup plus qu'en Israël, qui vient du Technion, qui est le PDG de Diagnostic Robotics, et qui a créé je crois qu'elle a 33 ans, donc moi, elle me fascine, et elle a créé donc un outil de surveillance, d'abord au niveau de la population, et vous voyez cette carte, non seulement elle évalue où est-ce qu'on en est au temps réel, mais elle est capable, par l'intelligence artificielle, de vous dire dans quelle direction ça va augmenter. Au niveau individuel, on pouvait envoyer des questionnaires par téléphone, par email, par tous les médias, et avec ces questionnaires, il y avait une prédiction des gens qui pouvaient se détériorer, c'est-à-dire les malades qui n'étaient pas encore à l'hôpital et qui étaient positifs. On avait des critères qui étaient analysés directement par intelligence artificielle, donc sans contact avec le médecin, pour dire là, c'est maintenant, il faut que vous alliez à l'hôpital. Donc, le software, enfin, cette solution-là, elle disait aux malades, avant même que les médecins ou les professionnels de santé soient contactés, elle leur disait ce qu'il fallait qu'ils fassent. Et donc, elle était capable de les orienter. Et non seulement ça, elle était capable de découvrir de nouveaux symptômes qui n'ont été découverts ou publiés qu'après la mise en place de cette solution. Et au niveau international, eh bien, c'est déjà déployé évidemment dans tout Israël, mais aussi dans l'État de Rhode Island aux États-Unis et dans un État indien. Donc voilà, on est très contents. Voilà comment ça se passe.
par exemple, le 4 avril, ici, vous voyez le 4 avril, on sait qu'on prévoit qu'il faut aller faire des tests à Migdal Hamed, à Tibériade et à Ashkelon. Le 6 avril, il faut aller à Tibériade, il faut aller à Or Yehuda. Voilà comment se passe, comment se servait de cet outil. Alors, premier acteur dont j'aimerais parler, le Magen David Adom. Le 23 février, blocage des frontières et on envoie les infos à toute la population. Alors, démarrage de crise immédiat et le Magen David Adom peut passer de la routine à la crise en 24 heures. En 24 heures, oui, ils ont acheté 600 ordinateurs, ils ont créé 5 nouveaux standards et ils ont installé et développé et installé un logiciel pour pouvoir automatiser la réponse et qu'on puisse l'intégrer avec les autres standards téléphoniques. Ils l'ont installé en une nuit. Il y a eu 20 000 volontaires et soldats qui ont été mobilisés, dont 16 000 qui avaient entre 15 et 18 ans. Ceux-là, on ne les a pas mis dans les ambulances, on les a mis au standard. Et il y avait 90 000 appels par jour. Et pour chaque appel, il y avait un questionnaire défini pour savoir s'il était Covid positif, enfin, s'il était suspect d'être Covid pour qu'on puisse envoyer une ambulance pour faire les tests. Donc, voilà comment ça se passait. Tout ça a été mis en place en 10 jours. Le scénario, il y avait déjà un scénario qui existait depuis 2012, après l'épidémie du SARS, et qui avait été écrit par Ilan Klein avec le professeur Grotto. Donc Ilan Klein, c'est le directeur de l'unité internationale de l'AMADA. Mais ce scénario a été écrit pour toute la Magen David Adom. Donc, il fallait, donc le deuxième aspect, à part les centres d'appel, c'était de trouver les équipements. Comme vous voyez, il fallait que les malades qu'on allait transporter soient dans une boîte transparente mais complètement étanche. Il fallait s'habiller et il fallait acheter 300 000 combinaisons, 3 millions de masques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait beaucoup de pays où c'était la panique parce qu'on n'avait pas les masques. Et là, la solidarité au niveau du peuple juif et au niveau international a joué. Et il y avait des gens qui envoyaient des milliers de masques. Donc, chaque intervention où il fallait aller soit chercher le patient, soit aller faire le test, eh ben, il fallait s'habiller. Donc, du coup, c'était beaucoup plus lent. Il y avait 2000 ambulances et 700 motos qui sont prêtes, qui étaient déjà là. Et pour dépister, l'objectif de la première semaine, c'était d'en faire 400 tests par jour et ensuite d'arriver à 20 000 par jour. Tout ça veut dire qu'il fallait déjà qu'on ait les tests. Ensuite, il fallait évidemment équilibrer entre le confinement et le dépistage. Donc, pour ça, on ne pouvait pas aller un par un dans chaque maison aller tester les gens. Ils ont mis en place les drive-in. Il y en a eu 4 qui ont été mis en place au mois de mars. Et puis ensuite, il y en a eu 20 qui ont été mis en place et qui étaient mobiles. Et vous voyez aussi cette façon de prélever où on est derrière une vitre avec des endroits où on peut rentrer les mains. À Bnei-Brak, par exemple, le problème a été réglé en 2 semaines. Tous les patients qui étaient positifs ont été mis à l'hôtel avec leur famille et tous les autres ont été en confinement total avec le quartier qui était en confinement total. Et le problème a été réglé en 1 semaine. Donc, il y avait un premier challenge qui était, avec le drive-in, on pouvait passer de 10 000 jusqu'à 30 000 tests par jour. Le problème, c'est est-ce que les laboratoires étaient capables de les absorber? Et juste pour petite information, qu'on ne peut sortir du confinement total que quand on a 2 tests négatifs. Alors la Magen David Adom, c'est aussi la banque du sang en Israël. Donc,
Il fallait récolter. Ce n'est pas parce qu'on était en confinement qu'il n'y avait pas des gens qui avaient besoin de sang, même sans être malades du Covid. Donc, il fallait continuer à récolter 2500 unités de sang par jour, et tout ça chez des donneurs qui étaient tous confinés. Donc, on ne pouvait pas se dire qu'ils allaient arriver sur les drive-in pour donner du sang. Alors, le professeur, un autre aspect, donc c'est un challenge qu'ils ont relevé. Un autre aspect qu'ils ont développé, c'est le professeur Schinner qui a eu l'idée d'utiliser le plasma des patients qui étaient guéris. Parce que dans ce plasma, il y a des anticorps qui luttent contre le virus. Alors, ça s'appelle la plasmaphérèse, et Israël a été le premier pays à le mettre en œuvre, et c'est déjà dans tous les hôpitaux en Israël. Alors, qu'est-ce que c'est la plasmaphérèse? La plasmaphérèse, vous voyez ici en bleu, un patient qui est guéri. On prélève son sang, on le fait passer dans une petite machine qui fait le tri entre le plasma d'un côté, le plasma, en gros, c'est de l'eau avec des anticorps, des facteurs de coagulation, plus quelques autres choses, et les cellules, elles sont réinjectées. Il n'est pas question que les malades, les patients qui soient guéris, soient affaiblis et qu'il n'y ait plus de leurs globules rouges, leurs globules blancs et leurs plaquettes. Donc, le plasma, on va le filtrer et on va le donner au patient qui est malade. Et ce plasma, il est très riche en anticorps antivirus. Donc, c'est tout simple. Eh bien, on a été les premiers à le faire. Ce n'est pas une nouvelle technique, elle existe déjà pour d'autres maladies, mais nous, on l'a tout de suite appliquée au virus, au Covid. En conclusion, on ne peut pas gérer quelque chose comme ça sans mettre en place une cellule de crise qui va être forcément multidisciplinaire et où il va falloir une coordination parfaite entre les différents intervenants, la défense civile, le Mossad, l'armée. Demain, le projet de la MADA, donc de la Magen David Adom, c'est de développer la télémédecine. Et par exemple, à Ichilov, à l'hôpital Ichilov, la télémédecine a été mise en place en 10 jours. Alors, je ne peux pas m'empêcher de citer trois de nos héros, trois de nos formateurs de l'unité internationale, Ilan Klein, Shalom Galil et Mordechai Benarous, qui sont des gens absolument extraordinaires. Et puis, maintenant, leur problème, c'est la gestion financière, qui est un front à l'intérieur du front. Donc, comme on ne sait pas du tout s'il va y avoir ou pas avoir une deuxième vague, quand est-ce qu'elle va arriver et si elle va arriver, donc il faut être prêt. Et c'est ça le rôle de la Magen David, c'est d'être prêt. Donc, ceux qui veulent participer à ce travail magnifique de la MADA peuvent me contacter personnellement pour faire des dons. Alors, deuxième acteur extraordinaire, l'hôpital Sheba Tel HaShomer et son centre d'innovation. Ce centre d'innovation s'appelle l'ARC, Accelerate, accélérer, redesign, reformater et collaborer. Alors, le héros de Tel HaShomer, enfin mon héros, Dr Eyal Zimmerman, qui est médecin du Technion et diplômé de Harvard, qui est le directeur adjoint de l'hôpital Sheba, le directeur médical et le directeur de l'innovation. Et qui fait que aujourd'hui, Sheba est classé dans les 10 meilleurs hôpitaux du monde par Newsweek, c'est pas l'agence juive, et qui pour la deuxième année consécutive. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Sheba? À Sheba, au moment de l'arrivée des gens qui étaient dans le Princess, Sheba devient le quartier général de la crise. Premier challenge, il fallait d'abord avoir 40 lits pour accueillir les gens du Princess et il fallait qu'ils soient isolés. Et il fallait passer de 400 à 600. Donc, on a pris les dortoirs, on a mis des caravanes pour pouvoir accueillir des familles entières, on a utilisé les parkings, on a utilisé les hôtels. Le deuxième challenge, c'était la télémédecine. Alors, la télémédecine, c'est le dada de Eyal Zimmerman qui a fait un congrès l'année dernière qui était extraordinaire, qui a écrit un article dans un journal international il y a déjà 5 ans. Et lui, il était prêt. Sa plateforme était prête. Fin 2019,
leur prévision, 50% de l'hôpital sera en télémédecine à la fin de 2020. Avec le Covid, ça s'est fait en une semaine. Troisième challenge, innover. Alors, est-ce qu'en temps de crise, on doit innover ou on doit mettre ça de côté? Eh bien, évidemment, on doit innover. Et on doit mettre en place des équipes multidisciplinaires, des ingénieurs, des médecins, des chercheurs, des gendarmes de l'air, et créer des ventilateurs, trouver des équipements, trouver des médicaments. Et tout ça, ça demande beaucoup d'innovation. Alors, on va parler de la télémédecine. Vous voyez là, la télémédecine, c'est ici la tente. Vous voyez, ils appellent ça la télétente, où les médecins sont derrière leurs écrans. Alors, ils ont utilisé plusieurs startups. Alors, par exemple, Uniper, elle transforme votre télévision en zone de communication. On peut parler avec le malade, la famille peut parler avec les patients peuvent parler entre eux, ils peuvent faire de la gymnastique. Voilà. Ensuite, vous avez une autre société qui s'appelle Early Sense. Vous voyez ce petit truc tout plat, et bien en fait, ça se met sous le matelas et ça prend votre rythme cardiaque, votre rythme respiratoire et vos mouvements. Et ça permet de détecter très précocement la détérioration du patient. Et c'est très important dans le Covid parce que cette détérioration, en 1 heure, elle peut être absolument dramatique. Titoka, vous voyez ces petits instruments-là, on regarde la gorge, on regarde le poumon, le cœur, les oreilles et tout ça sans vous toucher et on est derrière l'écran et nous on est en sécurité. Et il y a même donc Datos, comment une application par téléphone pour pouvoir surveiller à domicile et même un petit robot qui vous parle et qui vous fait l'examen physique. Parce que le problème, c'était comment traiter au mieux ces patients sans que l'équipe médicale et paramédicale soit elle-même contaminée, comme on l'a vu dans plein d'autres pays. Il fallait vraiment les préserver. Alors, de l'hôpital, on est passé à domicile parce que le problème, ce n'est pas seulement ceux qui retournent à un domicile, ceux qui sont Covid positifs mais pas assez gravement, et puis ceux qui sont malades, qui ont un cancer, qui ont des problèmes cardiaques, il faut continuer à les soigner. Donc, on a fait des petits kits. On a fait des kits avec tous ces instruments que je vous ai cités. Et donc, vous voyez ici les médecins qui sont en train de parler avec leurs patients et vous voyez cette courbe, c'est le nombre d'utilisateurs en l'espace de 1 ou 2 mois. Eh bien, en fait, on est passé de 20 à 2000 utilisateurs en l'espace de 1 mois. Et les médecins qui étaient assez réticents pour essayer ça au départ, on dit qu'ils étaient très contents de l'efficacité et de la précision de ces outils. On ne va pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous dire qu'il y avait une collaboration internationale, il y avait 19 centres de recherche, et évidemment, Sheba était classé le premier. Il y a eu un hackathon, c'est-à-dire vraiment une espèce où il y a eu tous les jeunes ingénieurs qui se sont mis à travailler sur des ventilateurs. Il y a eu 19 versions de ventilateurs et on n'était pas dépendant de la Chine. Alors vous voyez ici juste très rapidement, on a travaillé sur la ventilation, on a travaillé sur des tests de diagnostic, sur la télémédecine, sur des traitements, sur comment analyser les données et comment avoir des données pour comprendre cette maladie. Et donc, ils ont mis en place un échange de données avec Johns Hopkins Hospital aux États-Unis, avec d'autres hôpitaux en Israël, qui fait que quand on a beaucoup de données, on peut peut-être plus facilement prévoir avec l'intelligence artificielle quels sont les premiers signes de détérioration pour arriver le plus vite possible chez les malades. Voilà aussi quelque chose qui a été créé en 48 heures, un dashboard, un tableau de bord, où on voit tout ce qui se passe pour chaque malade. C'est les seuls dashboards de ce type en Israël. Il se met à jour toutes les 3 minutes et il n'y a que quelques centres aux États-Unis qui ont ça et c'est le seul en Israël.
Alors, on est très connus partout dans le monde, puisque j'ai assisté, par exemple, sur Zoom, à cette interview de Yael Zimmerman par la télévision américaine. Voilà. Donc maintenant, alors, il n'y a pas que Sheba, hein, il y a aussi Hadassah, tous les hôpitaux ont été absolument extraordinaires. Et quand même une anecdote, c'est qu'ils se sont tellement préparés que tout ce qui était prévu a été déprogrammé et donc ils étaient à 50% de leur capacité pour pouvoir accueillir les malades. Bien finalement, les malades ne sont pas venus parce qu'on a réussi à limiter la pandémie. Alors les startups. Je voulais juste vous parler de Our Crowd. Our Crowd, c'est une plateforme d'investissement très originale, d'après ce que j'ai compris, bien que je ne sois pas une spécialiste d'investissement, qui est dirigée par John Medved, qui a été élu parmi les 50 juifs les plus influents. Et donc, tout le monde peut investir, les gouvernements, les grands centres d'investissement, mais aussi tout un chacun, vous et moi, on peut y aller et investir. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, évidemment, juste pour vous dire que parmi les startups en Israël, il y en a 70 qui se sont attelés au combat du Covid-19 et qui ont apporté des solutions. Très rapidement, sur les tests, des nouveaux kits rapides. Comment mesurer un test simplement par la respiration? Comment aussi par la voix? Les traitements. Alors, Pluristem avec des cellules de placenta ou bien de nouveaux médicaments. Des ventilateurs, vous voyez, il y en a plusieurs sortes qui sont tous, il y en a qui sont vraiment des briques et des brocs et qui marchent très très bien et qui coûtent moins cher. Des vaccins, il y a plusieurs vaccins qui sont en train de se développer en Israël et on est en très bonne position là-dessus. Un petit mini appareil pour tester la fonction respiratoire, un tout petit appareil pour tester avec 3 gouttes de sang avoir vos globules rouges, vos globules blancs et vos plaquettes, ce qu'on appelle la formule sanguine, la numération formule sanguine, et donc tout petit qui pouvait être mis à l'intérieur de la chambre du malade et on avait les résultats en quelques minutes au lieu de courir au laboratoire. Encore une autre invention, le Technion avec Tama Robotics qui a mis le patient sous serre. Alors c'est très simple, au lieu d'être intubé, le patient reçoit de l'oxygène sous cette serre et l'air expiré est filtré. Encore une autre invention, sur votre téléphone, juste un smartphone, une application et qui vous dit comment vous sentez aujourd'hui, vous rentrez 2-3 informations et vous dit restez chez vous ou allez voir le médecin, n'allez pas travailler, etc. Une montre pour vous dire comment est votre rythme cardiaque, etc. Vous les connaissez tous, ces Smart Watch. Alors, eh bien, le business ne perd jamais de son intérêt. Donc, un webinar, il y a eu 20 webinars qui ont été présentés, 140 startups qui ont été présentées dans le monde entier. J'assistais juste à un webinar de Asaf Barnea, où il y avait des gens d'Inde, du Brésil, du Nigeria, donc du monde entier. Et voilà. Alors même Israel Aerospace Industries, qui s'y est mis et qui a commencé à fabriquer avec le ministère de la Défense et des sociétés de matériel médical, elle a transformé sa production de missiles en production de ventilateurs, d'outils de désinfection pour désinfecter les chambres d'hôpitaux et les couloirs et pour mettre en place des systèmes de télémédecine. Alors, on a demandé au PDG de cette société, mais ce n'est pas vraiment différent de votre métier habituel. Non, nous, pas du tout. Bon, voilà, c'est out of the box.
Non, pas du tout. Nous, on est très contents. On est là pour servir le public. Et ben, on le sert aussi de cette façon-là. Voilà. Donc maintenant, les médicaments et les vaccins. Alors, très compliqué, mais on va le faire de façon simple. Vous voyez cette petite boule-là? Cette petite boule-là, c'est le vaccin. Alors, elle rentre, cette petite sphère ici, elle rentre dans la cellule, elle se multiplie et elle ressort et elle va infecter d'autres cellules. Et vous voyez que pendant tout ce chemin, vous voyez en jaune tous les médicaments qui peuvent intervenir. Donc, en fonction du stade de la maladie, il y a différents médicaments qui peuvent intervenir. Alors, par exemple, en Israël, il y a eu plein de traitements, soit qui étaient connus et qui ont été approuvés pour traiter le virus. C'était des médicaments qui existaient déjà pour d'autres indications et qui ont été tout de suite approuvés pour le Covid. Et puis, on a mis en place des essais cliniques. Alors, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Je ne vais pas rentrer dans cette polémique, je vais juste vous donner une petite façon de réfléchir. Alors, si je vous dis, dehors, il fait 20 degrés et que vous sortiez et qu'il fait effectivement 20 degrés, mais il pleut. Donc, en fait, je sais qu'il fait 20 degrés, mais je ne sais pas qu'il pleut. Donc, quand on fait un essai clinique, on vous dit, voilà ce que je sais. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses que je ne sais pas. Et chaque fois qu'il y a un nouvel essai clinique, eh bien, on va dire, ah ben moi je sais ça, et puis moi je sais ça. Puis au bout du compte, on va dire, ben, avec tout ce qu'on connaît, on va essayer d'intégrer toutes ces données et de comprendre un peu mieux et la maladie et son traitement. Donc, je vous invite à rester extrêmement prudent dans savoir si ça c'est le remède miracle ou pas. Maintenant, je n'ai pas pu résister au plaisir de vous montrer ça. Sur un projet de recherche au Technion, le professeur Schroeder, qui est aussi au MIT, alors il travaille sur les nanotechnologies et il a travaillé aussi, il a fait de la recherche pour soigner le virus des crevettes. Et bien, en combinant ces deux recherches, il est en train de travailler sur un nouveau traitement en recherche pour le Covid-19. Et il mange cachère. Voilà. Donc, deuxième innovation vraiment très importante, qui est une découverte majeure de l'Institute for Biological Research. Ils ont isolé un anticorps neutralisant. Neutralisant, ça veut dire qu'il bloque la réplication du virus. Et monoclonal, pourquoi? Parce qu'il est issu d'une seule cellule. Donc, on connaît exactement comment le faire grandir, comment augmenter la production de ces anticorps. Et quand Naftali Bennett, qui est le ministre de la Défense, est allé voir, il a dit « La créativité et l'ingéniosité du peuple juif a permis cette incroyable réalisation. » Voilà, je vous ai même laissé en anglais pour ne pas trahir sa pensée. Alors, Israël et le vaccin, on est là aussi avec une société qui s'appelle Migvax et qui a travaillé depuis 4 ou 5 ans sur le Covid des poules et qui a mis en place un vaccin pour le Covid des poules. Et ça s'annonce extrêmement prometteur. Deuxième voie de recherche à Tel Aviv, à l'université de Tel Aviv, avec un vaccin qui a déjà été accepté pour des essais cliniques aux États-Unis, avec un brevet qui a été accepté aux États-Unis. Et puis, il y a aussi le Technion. Et puis, en gros, il y a plus de 100 équipes de recherche dans le monde qui travaillent pour trouver un vaccin. D'abord parce que celui qui trouvera le vaccin, il ne va pas pouvoir le fournir pour le monde entier. Et donc, il va falloir avoir plusieurs vaccins. Il peut y avoir aussi plusieurs façons, plusieurs approches. Et Israël est vraiment parmi les recherches les plus prometteuses. Alors, par exemple, où est-ce qu'on en était? Combien de candidats médicaments au vaccin? Le 4 avril, il y en avait 60, je parle dans le monde, hein, et le 13 avril, il y en avait 160. C'est juste pour vous dire à quel point il y a une effervescence absolument incroyable au niveau mondial, mais encore plus, mais disons en tous les cas, Israël en est un bel exemple.
Alors, comment développe-t-on un nouveau médicament? Je me suis dit que la plupart du temps, combien de fois j'ai eu la question, mais alors le vaccin c'est pour demain, alors on va pouvoir sortir du confinement. Alors, bon, alors juste pour comprendre comment ça marche pour développer un nouveau médicament ou un nouveau vaccin. On commence par la recherche fondamentale, 2 ou 3 ans. Ensuite, on passe chez l'animal, la souris, le rat, le singe. Ensuite, quand on voit que ça marche chez eux, on commence par les études cliniques chez l'homme. Et ça dure 5 à 10 ans. Alors, on commence d'abord par des volontaires sains, pour savoir avec des toutes petites doses. Donc là, c'est quelques dizaines. Puis ensuite, on va travailler avec des patients, des toutes petites quantités de patients. Et on va augmenter les doses toutes petites pour essayer de voir quelle est la sécurité de ce médicament. Et puis ensuite, quand on voit que ça marche bien, ben alors on va pouvoir faire ça sur des milliers de patients, 1000, 2000 maximum. On arrive à voir qu'on a une bonne efficacité et une bonne sécurité, on fait notre dossier de mise sur le marché. 1 ou 2 ans. On obtient l'autorisation de mise sur le marché et ensuite, après, on est obligé de surveiller. Pourquoi? Parce qu'on passe de 10 volontaires sains à 100 patients, donc quelques milliers de patients, à quelques millions de patients. Donc, on ne peut pas savoir dès le début si on a un cas d'effet secondaire pour 1 million de patients et on ne peut pas le voir là. On ne le verra qu'après. Donc, on doit le mettre, on doit surveiller, et c'est ça mon métier d'ailleurs. Donc, combien ça coûte de développer un médicament? 1 à 2,5 milliards de dollars. Alors, le générique, comment ça se passe? Eh bien, le brevet, il dure 20 ans. En général, le brevet, il est déposé quand on commence les études cliniques chez l'homme. Donc après, le temps de faire les études cliniques, de faire le dossier et d'être sur le marché, en gros, il est sur le marché pendant 7 à 12 ans. Au bout de 7 à 12 ans, le brevet tombe et on fabrique des génériques. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, on va passer à la médecine digitale. Alors, qu'est-ce que c'est la médecine digitale? La médecine digitale, c'est la combinaison de tout ce qui est électronique. Le téléphone, Internet, les emails, tout ce qui peut avoir à faire avec l'informatique et qui utilise évidemment énormément l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle et le machine learning? Alors, j'ai pris un exemple en dehors de la médecine. En 1997, l'ordinateur bat Kasparov, qui était le champion du monde des échecs. Alors là, comment on a fait ça? On a rentré des milliers et des milliers et des milliers de parties à l'intérieur de la tête de l'ordinateur. En 2016, alors, entre 1997 et 2016, on a fait plein de progrès. Il y a eu un nombre de software pour jouer aux échecs il y a eu floraison de solutions. Et donc, en 2016, Stockfish 8 était le champion du monde. En 2017, Google, AlphaZero, bat Stockfish. Ah oui, comment ça se fait? Stockfish peut analyser 70 millions de combinaisons par seconde. Bon, alors là, vous comprenez ce que c'est que l'intelligence artificielle, parce que ça, notre intelligence à nous, elle ne peut pas faire ça. Et AlphaZero, eh ben, c'était seulement 8000, je crois, ou 80 000. Donc, combien de temps a mis Google AlphaZero pour apprendre les échecs? 4 heures. Et c'est ça le machine learning. Dans Stockfish, il a fallu du temps pour rentrer toutes les parties et expliquer à l'ordinateur comment ça marche. Le machine learning, ça veut dire que la machine, elle apprend toute seule. Donc, vous imaginez ce que ça peut donner dans le domaine de la santé. La machine va apprendre toute seule à faire des diagnostics de radiologie et de nombre d'autres choses. Alors, la star de la médecine digitale et de l'intelligence artificielle et des big data, c'est le professeur Ran Balisser, le directeur de la recherche de Clalit, et qui a dit
en fait, on est dans une accélération de l'accélération de l'innovation. Alors, c'est très simple, il n'y a pas le choix, c'est-à-dire comme les dinosaures, soit on évolue, soit on meurt. Alors, qu'est-ce que c'est, les big data? Alors, juste pour vous donner un peu une échelle, on passe, voilà ce qu'on est capable d'avoir comme quantité de données, on passe de 1 mégabyte, qui est donc ce que nous on connaît comme un méga, qui est la taille d'une fourmi. Alors, si le mégabyte c'est la taille d'une fourmi, un hexabyte c'est la taille du soleil. Alors, combien de données chaque personne peut générer? Des données de santé uniquement, hein. C'est 1 million de gigabytes. C'est l'équivalent de 300 millions de livres. On aimerait bien que ce soit du Victor Hugo. Alors, quelles sont les sources? Ben, c'est la vraie vie. Vous allez sur Internet, sur Google, vous allez regarder comment on fait pour maigrir. Ben voilà, ça envoie des données. Le dossier médical électronique, c'est ce qui se passe en Israël qui est très en avance sur ce domaine-là. Ça, c'est les sources, disons, connues. Mais maintenant, il y a des nouvelles sources. Ce sont les capteurs en temps réel. C'est-à-dire que vous avez des matériels portables, c'est-à-dire ça peut être aussi votre pacemaker, qui peut être aussi donc à l'intérieur de votre corps. Ça peut être vos toilettes, par exemple, qui vont analyser vos selles. Ça peut être le tapis sur lequel vous marchez. Votre montre, évidemment, ça c'est le plus simple. Donc, en fait, toutes ces données vont communiquer entre elles et vont communiquer avec votre dossier de santé. Et c'est ce qu'on appelle Internet of Things, c'est-à-dire l'Internet des choses. Et en plus, il y a tout ce qui est analyse de votre ADN, qui est la génomique, et il y a toute une flopée de omics comme ça qui donne encore plus de données sur vous personnellement, vraiment de façon très, très pointue. Alors, deep learning, machine learning, après la même chose. L'explosion, elle a eu lieu il n'y a pas très longtemps, c'était en 2015. Qu'est-ce que ça apporte? Une exactitude extraordinaire et une efficacité. Le fait qu'on va pouvoir faire des traitements pour chaque personne, parce que ce qui va être un médicament qui va être bien pour vous, va peut-être être tout à fait mauvais pour votre voisin. Donc, on va faire quelque chose de beaucoup plus pointu. Ça va permettre aussi de savoir en temps réel comment arriver pour traiter un patient de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus en amont. Puisqu'on va prédire le risque et on va même être capable de le changer, de le prévenir, le risque. Puisque, évidemment, ça va complètement changer la façon dont on va travailler. Alors, l'Atlalit a mis un programme sur cet aspect-là, pour prévoir qui va être en risque d'être dialysé. Alors, en général, quand on commence à voir les premiers signes biologiques pour dire qu'il faut avoir qu'on a une détérioration de la fonction rénale, eh ben, c'est déjà trop tard. Donc, en fait, l'Atlalit a mis en place un programme qui permet de détecter des signes très précoces avant que ce ne soit trop tard pour vous éviter d'aller en dialyse. Alors là, télémédecine, finalement, quels sont les avantages? C'est encore très discuté, c'était pas encore dans la routine, mais je pense que maintenant, on ne va plus pouvoir revenir en arrière. Pourquoi? D'abord, on va donner à l'hôpital, si vous avez déjà été aux urgences, vous savez combien de temps vous attendez, vous savez combien de gens sont dans les couloirs, bien là, on va donner à l'hôpital uniquement là où on ne peut pas se passer d'hôpital. On va opérer à l'hôpital, et d'ailleurs on peut même opérer avec des robots de loin, mais en tous les cas, pour l'instant, on va commencer par opérer à l'hôpital. L'accès finalement aux professionnels de santé va être beaucoup plus rapide et le diagnostic va être plus précis grâce à l'intelligence artificielle qui va aider les médecins. Il va y avoir forcément une réduction des coûts de santé. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, le taux d'occupation des lits en Israël, il est de 1,5 ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas, ou 1,3, donc on n'a pas assez de lits pour accueillir les gens qui sont malades. Donc si on a des gens qui sont moins malades et qui vont à l'hôpital et qui peuvent être traités chez eux, d'abord ils s'en sortiront beaucoup mieux, même psychologiquement, il y aura moins d'infections nosocomiales. Donc la prédiction, c'est que
fin 2020, 80% des consultations seront faites par télémédecine. Alors, autant vous préparer. Alors, je ne peux pas évidemment m'empêcher de vous parler un tout petit peu de mon métier, parce que les effets secondaires des médicaments, c'est la 5e à 4e cause de mort dans les pays occidentaux. Ce qui veut dire à peu près, pas loin de 300 000 morts par an, tous les ans, pas seulement quand il y a une pandémie. Aujourd'hui, au niveau mondial, on est à peu près à 200, à peu près au même chiffre de morts par la pandémie du Covid. Sauf que là, c'est tous les ans et que c'est 70% à 77% qui sont évitables. Alors, il y a un software qui est là pour faire la prévention des erreurs médicamenteuses qui s'appelle MedAware et dont le directeur et le CEO est Guy Stein, qui est dans notre conseil scientifique, et qui montre que pour 4 milliards de prescriptions, on parle des États-Unis, il y a 8 millions d'erreurs qui sont potentiellement mortelles. Et ça coûte 21 milliards de dollars. Et ça fait plus de 200 000 personnes qui sont soit hospitalisées, soit qui vont mourir. Comment on utilise ce MedAware? Pendant que le médecin est en train de prescrire, il y a un software, une solution qui va analyser non seulement le médicament, les autres médicaments, mais aussi votre dossier médical. Donc, il va vous envoyer une alerte à vous, au médecin, en disant « mais peut-être que ce médicament-là, ce n'est pas du tout votre profil. Est-ce que vous avez vérifié avec votre médecin ?» Donc, comme ça, il a pu éviter de nombreuses erreurs médicamenteuses mortelles. Et dernièrement, il y a eu un article qui a été fait suite à une recherche de l'équipe de Harvard. Donc, en Israël, nous sommes le leader en médecine digitale. Pourquoi? Parce qu'en 2018, Israël a compris que c'était un axe stratégique. Donc, ça a été défini comme axe stratégique par le gouvernement. Pourquoi on est si fort? Parce qu'on a 30 ans de données médicales dans vos dossiers quand vous allez à la Clalit, à Maccabi ou aux autres, et elles sont informatisées pratiquement à 100%. Et en 2019, on avait 580 sociétés qui s'occupaient de médecine générale, c'est-à-dire qu'on a, entre 2011 et 2019, on a plus que doublé le nombre de sociétés en médecine digitale. C'est quelque chose de la médecine digitale qui s'adresse soit au traitement, soit à la télémédecine, soit qui aide à la prise de décision, soit au diagnostic, soit aussi pour aider le patient au jour le jour. Et 40% de ces sociétés utilisent l'intelligence artificielle. En conclusion, alors la prochaine crise, est-ce qu'on est prêt ou est-ce qu'on n'est pas prêt? Je pense que premièrement, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va venir, on ne sait pas s'il y aura une deuxième vague ou s'il n'y en aura pas, on ne sait pas si la deuxième vague c'est dans 3 semaines ou cet hiver. Donc, en fait, il faut qu'on soit prêt. Et pour qu'on soit prêt, il faut qu'on s'adapte. Alors, on s'est déjà beaucoup adapté et il faut continuer. Le rôle des professionnels de santé, je pense qu'il y a eu un regard sur les professionnels de santé qui a complètement changé. Les gens qui applaudissaient aux fenêtres et finalement, en fait, c'est assez agréable, je dois dire, c'est peut-être parce que je suis médecin, hein, mais c'est assez agréable de voir que c'est pas forcément le dernier mannequin à la mode ou le dernier joueur de football qui est à la une, mais les vraies stars, c'est les professionnels de santé. Donc, on peut leur dire un grand merci. Alors, ce n'est pas seulement ça, c'est, je pense, comment les professionnels de santé ont vécu ça et comment ils ont été obligés de s'adapter à des nouvelles pratiques avec la télémédecine, par exemple. Donc ça va forcément entraîner une évolution du système de santé et ça, c'est irréversible. En Israël, ça c'est sûr, mais dans le monde aussi. Alors maintenant, on a cette crise économique devant nous. Et je pense j'ai confiance qu'on va avoir la même inventivité pour gérer cette crise économique.
Et est-ce que la relation humaine qu'on a réussi à mettre en place pendant ce Covid, elle va rester? Eh ben, on verra. En tous les cas, on peut dire merci à nos professionnels de santé, merci à notre gouvernement. Et si vous avez des questions, eh ben, c'est le moment. Merci pour cette éblouissante démonstration, Rina. Il y a sûrement des questions. Johan, je propose qu'on ouvre les micros. Juste une seconde déjà. Vas-y. Rina, si tu peux enlever ta matseguette, arrêter le partage d'écran, comme ça on se verra un peu plus tout le monde. Voilà. Maintenant, au niveau des questions, on est quand même près de 200 personnes. Ah oui, c'est énorme. Donc, peut-être mieux par écrit, non, Brigitte? Oui, tu as raison, Johan. Alors, tous ceux qui ont une question, il y a déjà des questions. Irène, tu sais comment on ouvre le chat? Oui, bien sûr. Alors voilà, il y a déjà eu des questions pendant que tu faisais Alors, l'exposé. si je parle de la médecine digitale et de l'intelligence artificielle et je ne sais pas ouvrir le chat, hein, franchement. Alors, il faut que je choisisse parmi les questions, mais il y en a tellement. Oui, c'est ça. Commence par… Alors, je commence par le début. Alors, premièrement, d'abord, je ne pourrais pas répondre à toutes vos questions parce que je ne sais pas tout. Hein. Et d'abord, moi, je ne sais pas tout, mais en plus, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas tout. Alors, comment certains enfants présumés porteurs sains sans antécédents se retrouvent-ils infectés par le Covid? Bon, ben ça, je pense que j'ai répondu. On a fait plein d'hypothèses. En fait, on se rend compte que la maladie, au début, on s'est dit c'est une grippe. Et puis, finalement, on a découvert des signes, on a découvert d'autres signes. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas du tout une grippe. Et que peut-être qu'il y a des façons de traiter qu'on n'aurait pas dû faire parce qu'on l'a pris comme une grippe. Et donc, on est encore en train de découvrir cette maladie. Moi, j'ai vécu la découverte du sida. Et je peux vous dire que ça m'a beaucoup fait rappeler cette époque-là où on disait, mais vraiment, on faisait des projections et ça n'a eu rien à voir avec la réalité. Alors, oui, je crois que la conférence est organisée. Alors, dans les EHPAD, ben oui, c'était des zones où on savait qu'il fallait aller, plus particulièrement, aller dans les zones où il y avait des patients âgés. Alors, est-ce qu'il existe un vaccin médicamenteux ou pas? Alors, il existe plusieurs vaccins, plusieurs traitements médicamenteux qui marchent à des moments différents à des stades différents de la maladie. Et je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, on tâtonne. Alors, il y a des gens qui guérissent, donc ça veut dire quand même qu'il y a quelques médicaments qui sont efficaces. Et puis, il y a la plasmaphéreuse où on apporte des anticorps qui est efficace. Et par exemple, le vaccin israélien de Kiryat Shmona, ils commencent là maintenant, ils vont commencer les essais cliniques. Ils pensent pouvoir être prêts fin 2020. Fin 2020, c'est déjà très, très rapide. Un webinaire, c'est un séminaire par Internet. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a plus de victimes aux États-Unis alors qu'on fait des études avec les labos américains? Eh bien, parce qu'ils ont pris les mesures beaucoup plus tard que nous. Mais ça ne veut pas dire que les chercheurs sont moins bons. Mais si les gens ne sont pas enfermés, ils se transmettent. Alors, le système de santé aux US n'est pas le même que dans le reste du monde. Avant, les patients sans ressources n'avaient pas accès et les mesures de confinement ont été tardives et la vitesse de propagation est proportionnelle à la taille du pays, donc plus difficilement maîtrisable. C'est sûr. C'est-à-dire qu'ils ont pris les mesures en retard, ils n'ont pas le même système de soins et donc, ils ont plus de morts. 2 milliards de dollars pour développer un seul médicament, ben oui. Est-ce qu'il y aura encore des médecins avec la télé? Est-ce qu'il y aura encore des médecins, Irène, dans l'avenir? Alors je me souviens d'une slide dans un congrès sur le futur de la médecine où il disait les médecins qui disent moi je ne pourrais jamais utiliser la télémédecine, eux ils vont vraiment disparaître. Mais ceux qui utiliseront la télémédecine, eux, ils vont continuer à être encore plus efficaces. Imaginez-vous le nombre de médicaments, le nombre de produits technologiques qui sortent en permanence.
notre cerveau humain ne peut pas recevoir toutes ces informations. Le nombre d'informations générées par les capteurs, par Internet, de chaque malade. Donc, c'est du temps précieux qu'on va gagner avec la médecine digitale qui va permettre aux médecins d'intervenir sur vraiment là où on ne peut pas le remplacer. Et moi, je pense qu'il ne sera jamais remplaçable parce que d'abord, il y aura toujours cette relation humaine qui sera là. Mais on sera et puis, il faut bien dire qu'on n'a pas assez de médecins, pas assez d'infirmières, donc on ne peut pas les multiplier ni les cloner. Question de Michel. L'anticorps monoclonal trouvé à Dimona a-t-il été testé sur l'homme ou seulement sur les cellules en culture? Je crois qu'il n'a pas… non, l'anticorps monoclonal, pour l'instant… non, je crois pas qu'il a été testé chez l'homme. De toute façon, c'est quelque chose qui vient vraiment de sortir, donc je préfère ne pas dire de bêtises, c'est quelque chose à suivre. Alors, les problèmes éthiques par rapport à la télémédecine avec les assureurs qui peuvent avoir accès aux infos. Alors, c'est évidemment l'un des problèmes clés de la médecine digitale, de Google, de tout le monde. C'est comment faire, et même des gouvernements, et même au niveau de l'armée. Donc, le problème des hackers et de la sécurité des données, ben ça fait partie d'un des champs de recherche absolument énormes où on utilise et le machine learning et l'intelligence artificielle. Donc ça, on est très conscient de ce problème-là. Oui, l'anticorps il vient de Nestiona. Quels sont les traitements administrés aux patients et dans quelle mesure ils ont participé à la guérison des patients? Il y a des traitements qui ont été donnés à des moments précis qui ont marché. Il n'y a aucun traitement miracle, de toute façon. Donc, en fait, on a une panoplie de traitements. Et comme vous avez vu, notre but, c'est d'arriver à une médecine personnalisée. C'est-à-dire, et on n'y est pas encore. Donc, le but, c'est de se dire, voilà, ce malade-là, c'est ce traitement-là qu'il fallait lui donner et pas celui-là. Et donc, c'est à ça qu'on doit arriver. Question de Jackie. Oui. Comment se fait-il qu'au Maroc, qui coûte 36 millions d'habitants, ils n'ont que 199 morts par rapport à Israël qui compte 240 morts pour peut-être 11 millions d'habitants? Tu peux me répéter les chiffres? Là, je ne suis pas encore sur le chat. Il dit qu'au Maroc, il y a 36 millions d'habitants et 190 morts. Est-ce que tu es au courant de ça? Alors, premièrement, il y a des pays, et je ne parle pas du Maroc en particulier, mais je parle de plein d'autres pays, où on sait exactement combien de gens sont testés, et on sait exactement combien il y a de morts et combien de gens sont malades. Alors, on ne peut pas rapporter ça au nombre de gens testés, puisqu'il suffit d'en tester moins, puis ça fait augmenter le nombre de morts. Donc, en fait, il y a plusieurs éléments. Un, la transparence. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la Chine, elle n'a pas été transparente et qu'elle n'a pas donné du tout ses données. Et même l'OMS actuellement est très critiquée là-dessus. Deuxièmement, on a vu aussi que peut-être il y a un écosystème dans certains pays où le virus se développe moins. Ça a même été une des idées qu'en Israël, peut-être qu'il y a un écosystème particulier qui fait que ça se développe moins qu'ailleurs. Alors, on a peut-être quelque chose qui nous protège là-haut. Ensuite, comment est organisé le système de soins? Je veux dire, si on a un système de soins catastrophique, ou alors ou simplement si on a pris nos réactions trop tard, on va avoir un système de soins qui va être débordé. Donc en fait, il y a tellement d'éléments qui interviennent que je ne peux pas dire par rapport. Il y a des pays qui ont eu très peu de morts. Et peut-être parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de trafic, il n'y a pas eu beaucoup de voyageurs. Il va falloir analyser ça dans le détail. Mais en tous les cas, nous, on sait qu'il y avait beaucoup de voyageurs israéliens. Comment expliquer que les Israéliens se relâchent dans le port du masque et du respect des mesures de distance et que le nombre de cas ne s'envole pas et ne continue pas de chuter? Alors ça, c'est une question… c'est une question à laquelle on pourra répondre dans 2 ou 3 semaines. C'est-à-dire qu'en fait, là, il nous l'a dit, Netanyahou, il nous a dit, j'ouvre les portes.
vous allez être en contact. Gardez vos masques, lavez-vous les mains et sinon, je n'hésiterai pas à refermer. Et en fait, vous avez vu cette courbe comme ça qui en vague. Si jamais dans 3 semaines, on voit qu'au lieu de passer à 19 malades par jour, on passe de nouveau à 30 malades par jour, on referme. Et peut-être qu'on va refermer, c'est ce que disait Ran Baliter avec le marteau et la danse, c'est-à-dire que ça va être un va-et-vient, on va peut-être fermer tel quartier, parce que tel quartier, ça a explosé. Et d'autres quartiers, il y a eu plus de respect, où les gens ont été plus vigilants. Donc en fait, on le saura dans 2-3 semaines. Irène, il pose une question. Est-ce qu'on sait si le virus est le même dans le monde entier ou est-ce qu'il y a des souches qui sont plus ou moins virulentes? Alors on sait que il y a eu des mutations, mais en fait, j'ai écouté hier soir une présentation où il disait qu'il y avait vraiment que deux grandes sortes de virus et on ne sait pas encore. En tous les cas, moi, je ne sais pas. Donc, ce qui est intéressant dans le développement du vaccin de Kiryat-Shmone, c'est qu'il peut s'adapter à différentes mutations du virus. C'est vraiment un très, très intéressant produit. Il y a Ariel qui demande oui, quel est le rôle des enfants dans la contagion et que devient l'aspect psychologique du travail du médecin avec la nouvelle médecine. Écoutez, dites-moi quel est le travail psychologique du médecin de la copatroline qui vous reçoit en 7 minutes. C'est un travail psychologique intéressant, ça, et qui passe son temps sur l'ordinateur. Alors, au moins, quand il sera sur son ordinateur, devant son écran, et que vous serez de l'autre côté, il vous regardera dans les yeux. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, j'étais dans une formation où il y avait énormément de coachs, de psy, et ils se sont tous mis à faire des consultations psychologiques sur Zoom. Bon, le rôle des enfants, pourquoi les petits-enfants font peur au papier et mamie? Parce que les petits-enfants sont des porteurs sains et les jeunes adultes, et que par contre, ils sont transmetteurs. Et par contre, les papiers et les mamies, ce sont les patients à risque qui, eux, ont un taux de mortalité plus élevé, qui n'est quand même pas si important que ça, mais quand même, c'est la population la plus fragile. Donc, est-ce que nous, les papiers et mamies, on va être enfermés ad vitam aeternam? J'espère que non. Enfin, bon, et surtout qu'on va pouvoir embrasser nos petits-enfants. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu? Je pense que c'est bon. Voilà. Bon, dans tous les cas, n'hésitez pas à me contacter personnellement. Je serais ravie de discuter avec vous. Rina, je voudrais dire que c'était très clair et c'était extraordinaire. Vraiment, je crois qu'on a tous apprécié, presque 200 personnes. Et vraiment, merci infiniment. Toda Rabba. Merci beaucoup et merci à tous les amis qui sont venus. Merci. Alors, portez-vous bien et respectez bien toutes les directions du ministère de la Santé. Voilà. Au revoir et à bientôt au prochain cours sur Midreshat Yehuda. Au revoir les amis. Merci beaucoup, c'était formidable. Merci. Lydie, tu veux nous dire c'est quand le prochain cours? Non. Le prochain cours, c'est dimanche. Dimanche, je crois qu'il y a cours avec Eliezer, il me semble, avec Midreshat Yehuda. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bravo, au revoir.